Bienvenue chez Médiamétrie. Oui, bienvenue. On va avoir l'humilité de présenter un point d'étape sur notre transformation à nous. On est un petit peu provocateur sur le titre. Cap ou pas cap, on y va direct, on fait la totale d'un coup. Mais avant cela, si ça marche, merci beaucoup aux sponsors qui permettent à ce type d'événement et à Agile en scène en particulier d'exister. Moi, personnellement, c'est mon premier Agile en scène, mais j'ai participé à distance à un autre événement que j'ai trouvé formidable. J'apprends beaucoup et ça fait partie aujourd'hui du retour que de revenir vers ceux qui m'ont appris. Donc j'espère qu'on va être à la hauteur, Charles. Ouais, alors moi, pour le coup, c'est la première fois. Donc, si vous vous reconnaissez dans la valeur de la bienveillance, ce que je vous propose, c'est de me faire comme ça dès que je vous regarde. Yes, tout le temps. Et dès que je regarde par là, vous avez le droit de regarder vos collègues. Mais je regarderai quand même. Lui, il balance. Mais moi, c'est ce que j'attends de vous. Bien, c'est parti. Alors, direct. Nous, on connaît un peu le cadre SAFe. On est framework agnostique. Et donc, on fait un peu le contraire de ce que certains préconisent. Et on l'assume. Je ne sais pas si vous connaissez la montagne. Je sais pas, il y en a qui ont déjà fait des 8000 parmi vous. Des 6000, un 4000, de la rando, des crampons sur de la glace. Ok. Bon alors, il paraît que pour monter tout en haut de la grande montagne qui est là, qui est la deuxième la plus mortelle du monde, il faut s'acclimater, être robuste comme quand on prépare un marathon, faire beaucoup d'expérience et ne pas avoir peur de mourir. Nous, on a pris le pari qu'il fallait qu'on monte direct, sans s'acclimater, sans échelle. Le K2, il y a très peu de préparation par des Sherpas. Un peu à l'ancienne, comme les couples d'alpinistes faisaient ça il y a 50 ou 70 ans, et pas du tout comme ces boîtes commerciales qui font ça pour vous emmener au sommet de l'Everest pour 30 000 €. Voilà notre contexte. Alors, qui on est pour oser vous parler de ça? Charles? Moi, du coup, je suis Scrum Master. Je suis arrivé chez Médiamétrie il y a 1 an. J'ai participé à la transformation que tu as mis en place, Alexandre, entre autres. et du coup, j'étais parmi les 2 Scrum Masters à monter en tant que facilitateur avec Osni. Okay. Et moi, donc, j'ai le privilège d'incarner cette transformation, mais pour une dimension particulière qui est la gouvernance agile qu'on a voulu rajouter dans toute la mécanique de l'entreprise. Et on va en parler longuement ensemble aujourd'hui. La spécificité, c'est que moi, il y a 1 an, je ne connaissais rien à l'agile. C'est pour ça que je vous remerciais en début d'intervention, c'est parce que c'est grâce à ce genre d'événement, grâce à une formation SAFe aussi, j'ai vu Odile Moreau tout à l'heure, que j'ai un peu mieux découvert tout ça. Mais moi, je suis plutôt le gars qu'on tire là, derrière le guide, parce que je ne connais pas grand-chose à tout ça. Voilà un petit peu notre contexte personnel. Alors, pourquoi on n'a pas le choix, en fait? Pourquoi une entreprise peut décider, grosso modo, d'y aller franco-direct? Le step by step, la stratégie des petits pas. Nous, on a fait le choix de s'en passer parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le paysage dans lequel Médiamétrie travaille, lui-même, est en train d'accélérer très fortement. Et si on veut continuer, nous, d'exister pour permettre à ces gens-là de faire leur taf, on est obligé d'y aller. Médiamétrie, c'est un peu moins de 1000 personnes, c'est 100 millions, c'est franco-français, c'est pas très gros. Donc pour vous, ce sera peut-être un laboratoire pour voir ce que ça donne d'y aller directement à l'échelle. Mais Médiamétrie, en fait, ça sert le marché des publicités en France, sur l'ensemble des médias. Et donc, sans monnaie d'échange entre tous ces acteurs, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus d'acteurs. Vous perdez votre télé, vous perdez vos radios et vous perdez vos journaux. Or, ce monde-là est en train de littéralement, je ne vais pas dire exploser parce qu'il est en train de se développer, mais de se transformer à grande vitesse. À l'image, vous avez le meilleur film de l'année 2021, quand Jean-Pierre Bacry est mort, 7,5 millions de téléspectateurs en prime time. Et puis en face, vous avez les petits derniers qui arrivent comme ça, qui disent pas bonjour, pas rien, tout le monde en parle, sauf à la télé, c'est drôle, enfin en tout cas au début. Et ça fait 8,5 millions sur sa première semaine sur Netflix. Sauf que Médiamétrie, on n'est pas capable de produire ces chiffres-là quotidiennement pour que demain,
enfin après-demain, dans 2 mois, Netflix va faire de la pub en France, ils puissent valoriser leur publicité de manière équitable par rapport à un marché établi et structuré, comme la télévision et comme l'ensemble des médias en France le sont depuis un moment. Donc notre contexte, à nous, c'est d'être capable d'offrir à tous ces acteurs le loisir, parce qu'on parle de loisir quand même dans notre domaine, d'exister et de continuer à échanger et à travailler. Ouais, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce besoin? Ouais, nos transitions, on les travaille un peu par des regards et par des voilà. Alors, donc, s'il faut accélérer pour notre marché, nous, au moment où on décide de lancer une transformation chez Médiamétrie, on a 3 problèmes. D'abord, on est une entreprise, une société anonyme qui gagne de l'argent à but lucratif, mais qui quand même est financée par un marché fermé, français. Et donc nos actionnaires, c'est en gros nos principaux clients. Et donc c'est compliqué d'aller leur dire, pour que vous puissiez continuer à faire votre métier, on a besoin de plus de pognon. Vous qui vous faites tailler des croupières, par ailleurs, par les nouveaux entrants. Puis pourquoi financer des choses qui vont permettre aux nouveaux entrants d'exister? Le contexte est quand même un peu compliqué pour avoir plus de moyens. Deuxièmement, on est dans une boîte un peu structurée. Alors j'ai entendu quelques exemples, un peu nos cousins de la SACEM par exemple, qui sort d'un modèle, le nôtre, ancien, rigide, sclérosant même, avec des problématiques de budget annuel très figé, des contrats de service entre directions, des choses que vous n'avez peut-être plus entendues depuis un certain temps pour vous, qui êtes habitués à l'agilité à l'échelle. Et puis, évidemment, avec des projets cycle en V qui durent 3 ans, 4 ans, parce que chez Médiamétrie, on fait à peu près tout. Et donc, on fabrique des boîtiers hardware qu'on va mettre chez des Français. Et donc, un temps de fabrication, c'est 3 ans. Et puis, on se prend des petits problèmes en ce moment avec la Chine ou autres sur les composants. Après, il faut les déployer. Et puis, pour accélérer, donc, le comble de tout ça, c'est qu'en plus, notre cœur de système d'information, nos technologies sont plus up-to-date. Alors, on a fait de la big data il y a 10 ans. On traitait les logs des opérateurs télécoms pour faire notre première mesure d'audience du mobile. C'était même une innovation importante en Europe. Donc, on fait de la big data, mais on a beau être cloud, on a beau être DevOps. Notre cœur de système d'information aujourd'hui, nos chaînes de traitement, sont complètement obsolètes. Et quand on voit l'argent considérable qu'on y a investi dans le passé, est-ce qu'il faudrait sortir demain, quand je dis demain, c'est dans 6 mois ou dans 1 an, l'impact est considérable et on n'est pas capable de faire ça. Donc pour répondre à cette triple problématique qui nous sclérosait... Ça ressemble à une mission impossible. Ouais, comment on fait ? Alors on fait comme toutes les boîtes de consultants, on interroge les équipes, on interroge le marché et on dit voilà, on va imaginer les points sur lesquels on doit s'améliorer. Donc on a sorti des principes directeurs. Et puis vous savez, quand on sort des principes directeurs dans un comité de direction, en général, après il faut mettre en œuvre des choses qui se voient, qui sont actives pour que chacun puisse s'y retrouver. Concrètement, on a fait ça en 3 niveaux. Comme toute transfo, il y a un peu d'orga. Voilà, on dit qu'il y a des rôles. Après, on met en place un logiciel différent pour fonctionner les uns avec les autres. Le but étant que, in fine, on atteigne le cœur de chacun, le mindset, la culture d'entreprise, et que cette transfo, en fait, vive d'elle-même. Est-ce qu'on peut zoomer sur les rôles ? Bien sûr. C'est pas du tout prévu. Non, voilà. Alors, contrairement à ce que disent 100% de vos retours, notamment dans Safe, nous, on a décidé de renforcer la gestion de projet. Non pas que les projets cycle en V qui durent 36 mois ou 48 mois ne soient pas adaptés à notre métier. Évidemment, il faut les faire eux-mêmes changer, ces projets. Mais on a défini que pour atteindre nos objectifs plus rapidement, c'est un peu comme vos RTE dans vos trains, en fait. Les chefs de projet, ça y est, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. Les chefs de projet, on a besoin d'eux pour assurer un cadencement, pour enlever les obstacles, ça vous fait peut-être écho à certaines choses, et puis pour garantir aussi aux parties prenantes qu'on va délivrer la valeur qu'on a promis. Donc c'est des mots qui vous sont peut-être plus familiers, mais nous, on l'a fait à travers une gestion de projet renforcée. Et puis, évidemment, comme dans toutes les transfos cette fois, le cœur de ce qui parle à toutes les équipes, le cœur de la priorisation, ça se passe par la valeur, ça se passe par les produits, ça se passe par ce qu'on veut offrir à nos clients. Et donc, on a évidemment clarifié énormément le rôle de chef de produit. Chez Médiamétrie, comme dans les startups, ça fait une startup de 40 ans d'existence, mais bon, au début, tout le monde fait tout. Et quand on veut aller plus vite, il faut évidemment scaler dans les startups. Je connais bien ce monde-là. Et pour scaler, en fait,
faut mieux définir les rôles. En fait, on ne peut pas tout faire. Et donc, quand on veut embarquer des collaborateurs en disant « toi, tu vas t'occuper de cette ligne de produit, cette chaîne de valeur, on pourrait dire, si on fait des comparaisons », il faut qu'il ait un métier très très spécifique qui l'empêche de parler un jour à TF1, un jour à Google, un jour aux équipes techniques, etc., etc. Donc là, on a fabriqué cette vision produit à travers l'incarnation des chefs de produit. Donc on a rendu difficile la vie de ceux qui adoraient voir des clients en leur disant « non, non, tu t'occupes des produits, pas des clients ». Ça va comme premier étage? Ouais, c'est parfait. Est-ce qu'on peut passer au deuxième étage? Parfait, je sais pas. Hein, mais... Pouce levé. Hein. Pouce levé. Non, c'est pour moi. Okay. Deuxième étage. Le capital sympathique, c'est à moi. Okay. Non, mais je leur dis à eux. Deuxième étage de la fusée, la gouvernance. Pour fonctionner, une nouvelle organisation qu'on décrète, il faut qu'on mette un nouveau logiciel. Si on veut être plus agile, délivrer plus vite de la valeur avec moins de moyens, globalement, c'est pas très compliqué. Il faut qu'on accepte le jeu de revoir les priorités plus souvent. Il faut qu'on découpe mieux nos projets. Mais il faut aussi qu'à l'échelle de l'entreprise, des décisions qui sont prises, on puisse réorienter plus rapidement les moyens qu'on alloue vers les endroits où on délivre le plus de valeur. Et là où concrètement, ça se traduit par une revue de portefeuille projet. Alors, on pourrait appeler ça du Lean Portfolio Management. Bon, c'est pas encore Lean chez nous, on va en parler. Mais en tout cas, c'est un peu l'enjeu. L'enjeu, c'est tous les 3 mois, on met un comité de direction dans une salle et on leur dit voilà la liste du portefeuille projet, voilà la valeur délivrée dans le passé, voilà ce qu'on cherche à faire pour faire évoluer les gammes de produits dans les 3 mois à venir. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est là qu'il faut qu'on mette les moyens? Chers amis du CODIR, allez-y, battez-vous entre vous pour tirer la couverture à vous. Deuxième niveau, évidemment, après, une fois qu'on a défini ses priorités et qu'on a une vision plus claire à 3 mois et un peu plus à moyen terme, à 1 an, il faut évidemment la partager pour que ça se traduise dans les faits, dans ce que les équipes vont réaliser. On est dans une transfo full scope de l'entreprise. Ça veut dire que toutes les équipes, y compris celles qui ne travaillent pas en agile préalablement, sont concernées par cette transfo. En clair, une équipe qui fait du hardware depuis 20 ans avec des espèces de gourous dans leur coin qui sont des spécialistes du logiciel embarqué doivent se mettre à travailler en cadencement, alignés par des priorités et des changements donc, qui peuvent les affecter tous les 3 mois et donc tous les sprints aussi, puisqu'on a des points de rencontre par sprint. Pendant ce PI planning, on s'est rendu compte assez vite qu'il y a des équipes pour lesquelles la notion de sprint n'était pas vraiment adaptée. Allez dire à un data scientist, tu dois t'engager à délivrer ça comme valeur dans 3 semaines. Et lui, il va répondre quoi? Il va répondre, bah non, moi je vais tester des algos pour un résultat prédéfini. Ça marche pas. Ça marche pas, on continue. L'enjeu, c'est que ça s'arrête. Il faut timeboxer les choses et il faut qu'à la fin du sprint, tu aies quand même délivré suffisamment de valeur à l'ensemble de la chaîne pour qu'on parte en dev, ou en tout cas qu'on développe le produit sur lequel ton algo va être basé, même s'il ne délivre pas le niveau de qualité et le niveau de robustesse statistique auquel on a habitué nos clients depuis toujours. Ok. Du coup, le troisième point, ça va faire écho à plusieurs présentations que j'ai vues aujourd'hui. On est obligé de passer en rolling forecast. On a des moyens, ça tombe bien, nous, on ne peut pas dire qu'on dépense 10% de plus de CAPEX l'an prochain, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, globalement, ces moyens, on va définir en revue de portefeuille projet comment on va choisir de les allouer. On va mettre en œuvre ça par rapport aux capacités existantes des équipes en PI planning. Et juste après, on va faire le matching entre les deux. Il faut quand même qu'on vérifie si les besoins qui sont émis sont matchés par la capacité des équipes. Et en fonction de ça, en revue de forecast, qui est donc du rolling forecast sur 4 trimestres pour le moment en tout cas, on est capable de dire « Oula, là ça marche pas, obstacle éventuel, on revoit la copie sur la priorisation, c'est jamais arrivé, ou plutôt, là on a besoin de renforcer parce qu'on voit bien qu'à 3 mois ça passe pas, mais surtout qu'à 6 mois, 9 mois, 12 mois, on sera complètement dans le mur en termes de ressources pour aller vers ce qu'on veut développer en termes de produits. » Et donc, ce cycle, il s'itère depuis maintenant 9 mois, et donc ça fait 1 an qu'on a décrété tout ça. Je pense que moi j'ai fait mon taf, ou presque, Charles. Oui. Tu pourrais peut-être parler de la suite? Alors du coup, la suite, c'est le mindset, d'après ce que j'ai retenu. Ouais. Et le mindset, c'est simple, tu as dû recruter plein de Scrum Master et de coach agile. C'est pour ça que tu es arrivé au moment du premier PI planning. Mais en fait, non, le mindset, il n'y a pas de recette miracle.
Si vous attendez une recette miracle pour ça, ou si vous en avez d'ailleurs, je suis preneur, il n'y en a pas. On ne peut pas décréter, on ne peut pas dire faites ci, faites ça, et à la fin, arriver à un mindset qui se transforme. On pense raisonnablement, en tout cas c'est le parti pris dans l'entreprise Médiamétrie, qu'avec une certaine régularité du logiciel dont on s'est doté, la gouvernance, avec au quotidien des équipes qui veulent s'agiliser à travers des gens qui les poussent, des gens qui les tirent, et puis souvent à travers la motivation intrinsèque qu'on arrive à développer par les équipes, on va atteindre un jour, ne me demandez pas quand, une culture nouvelle, une culture plus agile au sens propre, c'est-à-dire plus apte à délivrer des choses plus petites, moins sûres, plus souvent, avec plus de feedback, etc., etc. Feedback pour un institut d'études, c'est plutôt marrant d'ailleurs. Voilà, donc non, Charles. Okay. Puis d'ailleurs, j'en ai marre de présenter. Donc toi, tu l'as vécu en arrivant, en prenant le train en marche. Bravo. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à tous ? Allez, c'est à moi. Alors, ce que je peux en dire, du coup, c'est qu'on a une organisation chronologique assez classique, en plusieurs PI, avec du coup plusieurs itérations, finalement un peu comme Scrum, mais par-dessus du Scrum. Et on a commencé fort logiquement avec le PI 0. Le PI 0, c'est un peu comme le Sprint 0. Ça sert à lancer la machine, l'observer, voir comment elle réagit, l'ajuster éventuellement. Je te redonne vite fait la parole sur le kick-off parce qu'en fait, c'est toi qui l'as mis en place. Oui, tu n'étais pas là. Non, mais globalement, donc, c'est comment on onboard une boîte qui fait 1000 personnes sur la totalité des métiers en 3 mois. C'est simple, hein, un peu comme on l'a entendu, une petite guilde, une coalition sur laquelle on s'appuie, quelques consultants ou coachs pour nous accompagner, énormément de kick-off dans les équipes, au niveau global, au niveau local, beaucoup d'échanges, d'ateliers sur ce que eux vont tirer comme bénéfice, parce qu'il faut savoir aller les chercher là où ça fait du bien, et également là où on va leur demander des efforts, là où ça fait un peu plus mal en termes de pratique collective, il y a bien des choses à respecter, et puis de la formation pour que les équipes soient prêtes le jour J. Le jour J, c'est le premier PI planning, c'est quand tu débarques au Q1 2022. 3 mois, hop, Charles arrive. Ouais. Ce qu'on a mis en place sur le PI 0, c'est également les premières études, les études notamment de faisabilité. Alors ça, je réserve le sujet pour un peu plus tard, on en reparlera. Ensuite, ce qui a été aussi très intéressant, c'est le cadencement, l'alignement des équipes sur des cadences. On parle de sprint et on parle de PI. Donc le sprint dure 3 semaines, ce qui a été réajusté au niveau de Médiamétrie pour correspondre à toutes les équipes. Et, y compris celles qui ne sont toujours pas officiellement organisées en agile. Oui. Elles engagent leurs responsabilités, des objectifs, 3 semaines par 3 semaines au sein de PI de 3 mois. Voilà. Et il y a 4 sprints par PI. Le PI dure fort logiquement 3 mois. Du coup, on passe directement sur le PI 1 avec un PI planning. Ce qui se passe, c'est qu'on est en début d'année, vague de Covid, donc on essaye de faire du présentiel. On a fait du présentiel, mais il n'y a pas tous les collaborateurs qui ont pu venir sur le plateau. Malgré tout, tous ceux qui étaient là, et même ceux qui étaient en distanciel, c'est la première fois, et sur ce genre de projet, la première fois, il y a toujours un enthousiasme, une espèce de capital enthousiasme. Tout le monde y voit l'écho d'une méthode qui pourrait résoudre leurs problèmes, et on est un peu dans cette mouvance-là, ce qui est vachement cool. Ce qui a bien marché sur le PI 1, pour le coup, c'est la collaboration transverse. C'est-à-dire qu'on a donné de la vision aux équipes et on les a fait partager sur la résolution de projets. Ce qui a aussi bien marché, c'est le vocabulaire. On a commencé à parler vocabulaire commun. Donc on se met d'accord tous ensemble sur, par exemple, la granularité. On parle de tâches, on parle d'US, on parle également de cas d'usage, ce qui n'est pas trop Scrum pour le coup. Et disons que c'est pas trop dans les équipes de la DSI, c'est pas dans le vocabulaire habituel d'une équipe de DSI. Et on parle également d'EPIC. Voilà, donc fort de ce premier PI, toujours avec un peu ce capital motivant qu'on a au début, on passe sur le PI 2, le PI Planning 2. Là, ça retombe un peu, mais on est quand même dans l'avancée. Ce qu'on a mis en place, ce qui est très intéressant,
C'est trois trucs. C'est du coup l'outillage. Donc on a commencé à tout centraliser sur Jira, sur tous les services de médiamétrie. On a mis en place la gestion de dépendance. Alors avec plus ou moins de succès. Surtout, ce que je dis de tout, globalement, on a plus ou moins de succès, mais ce qui est important, c'est de lancer la machine, de voir comment ça évolue. Évidemment, on ne réussit pas tout du premier coup. Et la mesure d'amélioration du PI en lui-même. Donc là, on commence à parler de valeur de PI, qu'est-ce que produit une équipe, comment on peut l'augmenter éventuellement, enfin voilà, on fait du suivi, ce qui n'est pas parfait, ce qui est assez arbitraire, mais il faut mieux avoir une KPI un peu fluctuant que pas de KPI du tout. Donc on se lance, on fait comme ça, puis on voit comment on peut l'améliorer, quoi. Du coup, on se lance sur le PI Planning 3. Là, ça s'est passé sur Paris, pour le coup. On a réuni une salle, enfin on a loué une salle sur Paris, on a réuni vraiment tout le monde, donc le cadre était vraiment sympa, ce qui compensait un petit peu la réalité, c'est-à-dire qu'on commence à cerner des problèmes transverses qui ne sont pas simples. Malgré tout, on a noté qu'il y avait des bonnes habitudes qui étaient ancrées, et pas que dans les équipes qui étaient déjà agiles, mais vraiment qui commencent à s'ancrer un peu partout, quoi. Donc on en est là, il faut qu'on fasse vachement gaffe à l'effet pastèque pour le coup. Donc là, j'arrive au bout de ma... Est-ce que c'est l'effet pastèque? C'est les indicateurs qui disent c'est vert, c'est vert, c'est vert, on a développé, puis à la fin, il y a une recette, et hop, c'est rouge, ça marche pas. Des problèmes de qualité. Et ben, du coup, on a eu 2-3 effets pastèques chez Médiamétrie, et pas simple. Alors qu'on est des DevOps, qu'on a d'usines logicielles, qu'on a automatisé beaucoup de tests, etc. Et hasard du calendrier, la semaine prochaine, en fait lundi, on va faire le PI Planning 4. Donc on travaille en ce moment, pas mal. On verra ce qui se passe, mais on a 2-3 pistes pour le coup. Ok. Donc ça, c'est un peu la vision de voilà, ce qui s'est concrètement passé. Ce qu'on voudrait vraiment partager avec vous, puisque l'enjeu, c'est quand même le mindset. On veut transformer l'entreprise par les personnes qui y sont. Nous, on n'a pas embauché 40 consultants qui viennent suppléer aux personnes qui sont déjà là. On a expliqué aux gens qui sont déjà là qu'ils avaient des nouveaux rôles. Et donc, pour transformer les personnes, il faut évidemment que ça touche, et que ça touche durablement. Et donc, on s'est, pour se chauffer, puisque c'est non un an chez nous, mais également on partage avec vous ce feedback. On s'est permis d'aller rencontrer, on va dire, un tiers ou un quart, plutôt un quart des gens qui travaillent à l'agilité à l'échelle pour aller chercher du feedback. Alors comment ça s'est passé? Comment ça a été vécu? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est moins bien? Ok, on a fait un bilan effectivement avec tous nos collaborateurs, enfin non, justement un tiers comme tu viens de le dire. On a 3 tableaux. Le premier, c'est vraiment sur des choses qu'ils ont ressenties de manière positive. C'est à chaque fois leur ressenti. Donc on s'est concentré plutôt sur le ressenti plutôt que vous dire notre ressenti à nous, parce que finalement, c'est nos collaborateurs. Et il y a plein de choses sur le tableau. On a jeté plein de choses. On a décidé de l'organiser comme ça, parce qu'à la base, on voulait faire les rôles, le Scrum Master, le PO, etc. Mais on s'est rendu compte que que ça se factorisait bien de cette façon-là. C'est-à-dire les 2 rôles qu'on vous a présentés, qui sont un peu clés dans notre organisation, le chef de produit, le chef de projet, et l'équipe qui a déjà un fonctionnement agile, et les équipes qui, pour le coup, découvrent un peu l'agilité. Sur ce tableau-là, il y a 3 informations qui sont assez importantes. La première, c'est la vision. La vision, elle tape partout. C'est-à-dire que les collaborateurs sont contents d'avoir de la vision. Ils sont contents d'être impliqués dans un process, d'une transformation d'agilité à l'échelle. Et ils sont également contents que les autres aient la vision. C'est-à-dire que quand ils parlent de leur projet à d'autres, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Et ça fait gagner un peu de temps. Du coup, la vision, elle va avec la collaboration, qui est le deuxième point que je voulais évoquer. Ils sont tous contents de collaborer, finalement, sur des problèmes compliqués, ce qui leur permet de visualiser le petit incrément qu'ils produisent, comment il évolue dans l'entreprise. Et le troisième point, il faut lire un peu entre les lignes. On a le chef de produit qui parle des études de faisabilité, qui était content qu'on réfléchisse aux études, que ça nous permette de prendre un peu de recul.
On a le chef de projet qui, lui, est content d'être moins éparpillé, d'avoir plus de clarté dans son travail. On a l'équipe déjà agile qui est content d'engagement réaliste. Et on a les équipes classiques qui sont contents de la priorisation. À mon avis, tout ça, c'est lié aux études de faisabilité. Et du coup, c'est l'importance en fait, de prendre du recul, de faire en sorte que ce qu'on produit soit efficace, soit pas du spécifique pour un client particulier, par exemple. Concrètement, une étude de faisabilité, enfin une étude d'opportunité puis une étude de faisabilité, c'est la gate d'entrée dans le processus projet chez Médiamétrie. Donc pour avoir le droit d'avoir un projet tiré par la valeur qu'on cherche à produire pour le faire rentrer dans le portefeuille et donc dépenser des sous au détriment des autres, évidemment, il faut s'assurer que ce projet a plus de valeur que le reste. Donc ces études-là sont fondamentales. C'est un modèle différent de ce qu'on avait avant chez Médiamétrie, où on était plutôt en contrat de service pluriannuel ou presque. Et donc là, on va engager la responsabilité des personnes. On n'est pas dans un codir qui prend une décision en lui-même portant les sujets. On est dans le chef de produit qui va engager, c'est fort comme acte, sa vision de son produit pour aller chercher du business, ou en tout cas pour mieux accompagner le marché auquel nous nous adressons. Il va aller voir son codir, il va aller chercher les moyens et après, il va pouvoir le partager à toutes les équipes. On est vraiment passé dans une ère de, comment on appelle ça, de décentralisation. Enfin, on n'est plus sur la verticalité, on est sur la validation par le porteur du bien fondé de l'initiative. Ça change vraiment la vie des gens parce qu'ils se sentent vachement plus impliqués en fait, dans les projets qu'ils poussent. Tout à fait. Alors, on a également sorti des indicateurs qui sont à améliorer. Est-ce que tu peux passer le slide suivant ? Du coup, à améliorer et qui peuvent éventuellement s'être dégradés. Donc, on a un peu forcé le trait pour remplir toutes les cases. Mais globalement, ce qui ressort, c'est le découpage. On n'est pas encore assez fin sur le découpage des projets. Ce qui ressort également, c'est l'outil. Alors là, c'est un peu vécu différemment en fonction des équipes. C'est-à-dire que les équipes agiles auront tendance à vouloir généraliser des outils. Et les équipes qui découvrent l'agilité, pour le coup, ça fait trop. Donc je suppose qu'il y a un juste milieu ou qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette question-là, pour le coup. Et il y a un autre point qui est assez important, c'est le rythme élevé des équipes classiques. C'est-à-dire qu'elles, pour le coup, elles ont vu une transformation, elles y voient de l'intérêt, clairement, elles nous ont remonté plein de choses très positives, mais ils ne comprennent pas le principe de sprint. Pour eux, c'est vraiment, enfin, ils nous disent très clairement, sprint, ça porte vachement bien son nom, je cours partout. Donc voilà, on en est un peu là. Donc, est-ce que tu peux passer le slide suivant ? Ce qui est important pour... Ah oui, il y avait ça aussi. On avait deux rôles, du coup, le chef... L'équipe classique qu'on a identifié comme résistance au changement, ce que je viens de dire finalement, et le chef de produit qui, lui, pour le coup, n'assume pas encore totalement son rôle chez Médiamétrie, ce qui est assez prévu, ouais, c'est prévisible. C'est prévisible, quoi. Quand toute ta vie, on te dit ce qu'il faut faire et que du jour au lendemain, on te dit c'est toi qui dois définir là où tu veux aller, ça fait un peu bizarre. Ouais. Et du coup, le slide suivant, on est sur... du coup, on a posé quand même la question de la motivation et des irritants, qui est une question très importante au quotidien pour les collaborateurs. Notamment pour savoir si tout simplement les motivants sont alignés et rajoutent de la valeur ajoutée à l'entreprise. Là, pour le coup, on a plusieurs choix. Alors, le truc qu'on surveille vraiment, c'est les équipes classiques qui sont en surcharge en fin de PI. C'est-à-dire que bizarrement, en fin de PI, elles courent partout. Donc ça, c'est vraiment important. Ça rejoint le point que j'ai dit précédemment. On n'a pas d'IP sprint, pour ceux qui maîtrisent bien tout ça. Fatalement, on leur demande beaucoup en plus du job normal d'un sprint. Ouais. Et il faut faire attention à ce que ça ne crée pas un schisme dans l'entreprise qui rendrait presque contre-productif tous les travaux qu'on fait par rapport à ça, quoi. Pour l'instant, on a des équipes géniales qui comprennent la valeur transverse, mais qui courent partout, quoi. Et en motivant, on a des trucs assez classiques, en fait. C'est-à-dire que les équipes, les gens en général, sont très contents de l'ambiance de travail. Donc ça, je pense que vous pouvez... Enfin, ça fait écho, j'imagine, à vous ou à des collaborateurs que vous avez.
Et ils sont aussi très contents de leur fruit du travail, c'est-à-dire que le fruit du travail soit perçu, voyage, et ajoute vraiment une valeur ajoutée. Ce qui, du coup, est renforcé par notamment les études de faisabilité, mais également la vision qu'on leur donne. Par contre, il y a un motivant que moi, personnellement, j'attendais pas forcément, qui arrive pas forcément partout, hein, mais on a eu plusieurs témoignages en ce sens. C'est qu'il y en a qui sont très contents, enfin qui sont très motivés par les discours du président. Donc notre président a par exemple la semaine dernière, vendredi, fait un discours sur BFM Business où il parlait justement de l'attaque, enfin du marché du SVOD qu'on commence à entrevoir, quoi. Et avoir un président qui a des idées claires, une certaine ambition pour la suite, ça a une influence sur les collaborateurs, mine de rien. Et ça me fait une transition pour rappeler qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est à l'initiative du président. Si on n'a pas un sponsorship important, on ne peut pas faire de transformation radicale. Voilà. Et du coup, radical. Je te laisse... Oui, radical, c'est bien. Donc j'ai remis une image radicale. Je te laisse terminer avec ça. Alors, ce serait évidemment très très peu humble de dire qu'on est déjà tout là-haut, là, à 8200 mètres sur le K2. En revanche, on a bien conscience, dans le modèle qu'on a choisi, d'y aller from scratch, direct, full scope, qu'il y a des gros risques. J'ai pas vu de témoignages de Rex, de transfo ratés. J'ai pourtant cherché, je ne sais pas si vous en avez, si vous avez des liens YouTube à m'envoyer, mais j'en ai jamais vu. Nous, on a conscience que c'est possible. Sauf qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de se planter. Donc c'est compliqué. Le K2, quand vous êtes à 8200 mètres, vous avez passé le camp 4, vous êtes à 400 mètres d'altitude, c'est pas beaucoup, il n'y a plus que 400 mètres de dénivelé à faire, du but, du sommet. S'il y a 30%, un peu moins de 30% maintenant de morts sur le K2, par rapport au nombre de succès d'escalade, c'est principalement dans cette zone-là. Il y a un couloir très fin où il faut passer absolument, qui est extrêmement dangereux parce que la montagne peut s'écrouler sur vous. Il y a des séracs partout. Il y a un moment donné, à 8400 mètres, on voit plus trop, si on n'a pas trop d'oxygène, où on est. Et c'est ça le plus dangereux, je pense. Pour certains qui atteignent le sommet, en fait, on croit qu'on y est, mais le plus dur, c'est dans la redescente. Et la plupart des morts, c'est à la redescente. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est pas le sommet qui va compter, c'est qu'il faut qu'on continue d'avancer, pas après pas. Donc je suis plutôt contre le principe d'une transformation que je pourrais qualifier frileuse, d'y aller pas après pas au départ. On a fait le choix d'y aller sur l'ensemble du périmètre avec l'ensemble des équipes, mais pour le coup, je peux vous lister, j'ai ma petite liste, un petit anti-sèche, tous les points sur lesquels on doit s'améliorer impérativement. On est sur une transfo qui est réputée agile. En rétro, le peuple que je suis représentant avec d'autres et notre comité de direction en rétro de PI Planning, c'était cool, il y a du temps, discussion ouverte au-delà des post-it. Bon, alors, on est plus agile? Elle est où la valeur délivrée plus vite, plus petite à nos clients? Et là, grand froid dans les équipes de chefs de produit, personne n'a répondu. Ok, l'agilité. Mais en plus, on n'est pas lean. Notre portefeuille de projet, il n'a pas réduit sa taille. On ne s'est pas fixé une WIP limite. Vous, ça vous parle. Mais je vous assure que dans une entreprise qui vient d'un monde où tout est important, tout est urgent, parce que TF1, il appelle tous les jours pour avoir son projet qui sort, c'est pas facile à faire comprendre à un comité de direction. On va y arriver, j'en suis certain. Et puis, sur un plan plus opérationnel, certains l'ont vaguement dessiné dans quelques Rex que j'ai vus aujourd'hui. L'équipe, à la base de tout ça, elle travaille sur des projets, mais les projets, c'est ça, par rapport à ce qui fait vivre l'entreprise, qui est ça. Et donc, le mix entre le run, le quotidien, la prod et les projets, alors qu'on met le projecteur énorme sur les projets, va au détriment, en tout cas, c'est un gros risque dans lequel on rentre, au détriment de la qualité de production. Et ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, ce n'est pas les projets futurs. Demain, ça marchera. Ça, c'est la stratégie et la mise en œuvre future. C'est l'aujourd'hui des projets qu'on livre. Et donc, on a pas mal de zones dans lesquelles il faut qu'on arrive à éclaircir notre chemin, passer les virages un peu dangereux dans la montagne, et surtout qu'on s'assure bien dans la cordée qu'on ira au bout. Je ne sais pas à quelle heure il est, 34. Pour conclure, si c'était à refaire, est-ce qu'on irait encore
from scratch, sans acclimatation, tout en haut du K2, sans entraînement, peut-être avec un Sherpa ou deux. Merci à tous les facilitateurs qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas citer les consultants qui nous ont accompagnés, mais ceux qui, dans les équipes, se transforment en facilitateurs. La réponse est oui. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Mais oui aussi parce qu'après presque un an, on voit les bénéfices que ça a sur les collaborateurs. Alors vous allez me dire, c'est bien, on a interrogé que les gens qui étaient encore dans l'entreprise. Donc c'est plutôt bien, il y a toujours de la casse dans les réorgs. C'est plutôt pratique. Les biais dans les sondages, nous on connaît un petit peu. Néanmoins, quand on voit le formidable engouement que les gens ont dans un PI planning à travailler ensemble et ensuite à vérifier qu'ils sont bien alignés par rapport à ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, moi je trouve que c'est fantastique et c'est ça qui va guider sans doute notre capacité à franchir des étapes supplémentaires, pas après pas. Quand on n'arrive plus à marcher dans la montagne, il paraît qu'il faut y aller pas après pas. Il n'y a que comme ça qu'on survit. Voilà. Donc oui, on le referait et évidemment la suite va être encore une plus grande accélération. Donc en plus, tant mieux, on l'a fait au bon moment. S'il fallait le faire aujourd'hui, je pense qu'on serait vraiment mal. Nickel. Point. Ouais, c'est tout. Ah voilà, c'est fini. On a fini notre partage.